L'intelligence artificielle générative, euh, elle est absolument partout. On a l'impression que chaque semaine, un nouvel outil comme ChatGPT vient bousculer un secteur. C'est un peu ça, oui. Mais au-delà de la création d'images, de la rédaction de mails, il y a un domaine où l'impact pourrait être bien plus profond, la science. Comment ces grands modèles de langage, les fameux LLM, transforment la recherche fondamentale. C'est la grande question, en effet. Pour explorer ça, on s'appuie aujourd'hui sur une source assez exceptionnelle. C'est une étude gigantesque de Stanford qui a passé au crible des millions d'articles scientifiques. Et pas n'importe lesquelles. Des prépublications. C'est la science en train de se faire, avant même l'évaluation par les pairs. Exactement. Ils ont plongé dans les grandes archives de la recherche, ARIV pour la physique, les maths, BioRIV pour les sciences de la vie, et SSRN pour les sciences sociales. En gros, les coulisses de la science. c'est ça. Notre mission, c'est de décortiquer ce que cette étude a trouvé. Et vous allez voir, c'est plein de surprises. On va parler d'une explosion de productivité et d'équité, mais aussi d'un paradoxe qui menace un peu tout le système. Une véritable arme à double tranchant. Voilà. Alors, commençons par le début. Le premier effet le plus visible, l'étude le dit sans détour. Les chercheurs qui utilisaient les LLM publient beaucoup, beaucoup plus. Oui, et c'est pas une petite augmentation, c'est une véritable accélération. L'étude a mesuré ça très précisément. On a des chiffres? On a des chiffres. Sur Arrivi, donc physique, maths, informatique, c'est une augmentation de 36,2%. D'accord, déjà pas mal. Pour BioRxViv en sciences de la vie, ça grimpe à 52,9%. Ah oui? Et le plus spectaculaire, c'est pour les sciences sociales, sur SSRN, plus 59,8%. C'est un changement de paradigme. On n'est pas dans le gain marginal. Près de 60%. C'est colossal. Donc on produit plus vite. Mais ce qui est fascinant dans cette étude, c'est qu'elle va plus loin. Elle demande qui bénéficie le plus de ça. Et la réponse est fondamentale. Il faut se rappeler une chose. La langue de la science, c'est l'anglais. Toujours. Que vous soyez à Tokyo, Paris, São Paulo, pour être lu, il faut publier en anglais. C'est une barrière énorme pour la majorité des scientifiques. Une tâche qui prend un temps fou quand ce n'est pas votre langue maternelle. Exactement. Et c'est là que les LLM entrent en jeu, comme une sorte de super assistant linguistique. Un traducteur et un correcteur surpuissants. Voilà, ils abaissent cette barrière de manière spectaculaire. Et les données le prouvent de façon éclatante. Vous mesurez ça? Ils ont analysé les gains de productivité en fonction de l'origine probable des chercheurs, en se basant sur leur nom et la filiation de leur institution. Et les résultats sont? Juste dingue. Les chercheurs avec des noms d'origine asiatique, affiliés à des institutions en Asie, leur productivité explose. C'est-à-dire? Tenez-vous bien, jusqu'à plus 89,3% sur BioRxiv et plus 88,9% sur SSRN. Presque le double. Ce n'est plus un coup de pouce, là, c'est changer les règles du jeu. C'est un véritable effet de nivellement. Pour comparer, leurs homologues avec des noms caucasiens dans des pays anglophones, eux, ils ont des gains plus modestes. Mais ils en ont quand même. Oui, bien sûr, entre 23 et 46%. Mais l'écart est immense. Ce que ça veut dire, c'est qu'on assiste peut-être en direct à une redistribution des cartes de la production scientifique mondiale. L'avantage historique des anglophones natifs serait en train de... De fondre comme neige au soleil. C'est une possibilité très réelle. C'est un potentiel de démocratisation assez incroyable. On donne enfin les mêmes armes à tout le monde. Mais, Il y a un mais. il y a un mais. Est-ce que publier plus, c'est publier mieux? Est-ce que cette avalanche de nouveaux articles ne risque pas de noyer la recherche de qualité? Vous mettez le doigt sur le cœur du problème. Le deuxième grand résultat de l'étude, le paradoxe de la qualité. D'accord. Et pour le comprendre, il faut faire un petit détour par la sociologie des sciences, on va dire. Pendant des décennies, un certain style d'écriture était perçu comme un signal de qualité. Un article très bien écrit, un peu jargonnant, avec des phrases complexes, ça faisait plus sérieux. En quelque sorte, oui. C'était un signal, même imparfait, de l'effort fourni. Ça laissait supposer que l'auteur maîtrisait son sujet sur le bout des doigts. C'était un indicateur de rigueur. Un peu un préjugé quand même. Absolument. Mais c'était un préjugé qui, statistiquement, fonctionnait. L'étude le montre. Avant les LLM, il y avait une corrélation positive nette entre la complexité d'un article et ses chances d'être publié dans une grande revue. D'accord. Et les LLM viennent de faire voler ça en éclats? Complètement. D'abord, l'étude montre que les articles rédigés avec une IA ont un score de complexité bien plus élevé. Ils paraissent, en surface,
plus professionnel. L'IA est très bonne pour imiter ce style académique, un peu empoulé. Exactement. Mais voici le retournement de situation, le point crucial. J'écoute. Pour un texte généré avec un LLM, une plus grande complexité est associée à une plus faible probabilité d'être publiée. Attendez, je veux être sûr de bien comprendre. Le signal qui disait «ceci est probablement un travail sérieux» indique maintenant l'exact opposé. Un texte qui a l'air mieux écrit grâce à l'IA a en fait moins de chances d'être bon. C'est exactement ça. Le signal est cassé. Il est devenu trompeur. Les implications sont vertigineuses. Elles le sont. Ça veut dire qu'un langage sophistiqué, généré sans effort, peut servir à masquer une contribution scientifique très faible. L'étude parle d'un risque d'inondation de recherches superficiellement convaincantes, mais scientifiquement décevantes. Mais concrètement, pour un chercheur, ça veut dire quoi? Qu'il va passer ses journées à lire des articles vides juste parce qu'ils sont bien emballés? C'est le danger. Une perte de temps et d'énergie colossale. Imaginez, le tri devient une tâche herculéenne. Avant, on avait un indice, même imparfait. Maintenant, il n'y en a plus. Il faut tout vérifier. C'est un défi immense pour le système d'évaluation par les pairs qui est déjà complètement sous tension. Et ce n'est pas le seul signal qui a été cassé. C'est la même chose pour le langage promotionnel. Avant, mettre en avant sa découverte avec des mots forts, ça a aidé. Et maintenant? Maintenant, avec l'IA qui peut enrober n'importe quoi dans un discours de révolution, ça a l'effet inverse. Les évaluateurs sont devenus très méfiants. D'accord, le tableau est assez sombre pour l'évaluation. La forme ne nous dit plus rien sur le fond, mais on utilise aussi ces outils pour chercher de l'information. Est-ce que de ce côté-là, il y a une lueur d'espoir? C'est la troisième grande partie de l'étude. Et oui, la conclusion est beaucoup plus optimiste. Ah, La crainte, c'était que l'IA nous enferme dans des bulles de filtre, qu'elle nous recommande toujours les articles les plus connus, les blockbusters de la science. la prime au déjà célèbre. Voilà. Et pour vérifier ça, ils ont profité d'une expérience naturelle incroyable. En février 2023, Microsoft a intégré GPT-4 dans son moteur de recherche Bing. D'accord, et donc? Ils ont pu comparer le comportement des utilisateurs de Bing avec IA à celui des utilisateurs de Google sans IA à l'époque, sur la base de données archives. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Est-ce que les gens se sont rués sur les articles les plus cités? Pas du tout. C'est l'inverse qui s'est produit. Les utilisateurs de Bing ont commencé à consulter des sources beaucoup plus variées. Par exemple. Leurs consultations de livres ont augmenté de 26,3%. L'hypothèse, c'est que l'IA est bien meilleure pour aller chercher une info précise au fin fond d'un livre de 500 pages. C'est logique. Et pour les articles même? Ils ont consulté des travaux plus récents et surtout, ils n'ont pas lu davantage les travaux les plus cités. Au contraire, leurs recherches les ont menés vers des références moins connues. Des pépites. Donc, au lieu de nous enfermer, l'IA nous pousse à explorer les chemins de traverse de la science. C'est complètement contre-intuitif. Ça l'est, mais les données sont là. Et ça se confirme quand on regarde ce que les chercheurs écrivent ensuite. En analysant les bibliographies, on voit la même tendance. C'est-à-dire? Les auteurs qui adoptent les LLM citent plus de livres, des travaux plus récents et des articles qui avaient reçu moins de citations jusqu'ici. Mais pourquoi? C'est quoi l'explication? La conclusion des auteurs, c'est que les LLM nous aident à surmonter nos propres biais cognitifs. Un chercheur, il n'a pas le temps de tout lire. Non, bien sûr. Il va donc se concentrer sur les auteurs connus, les grandes revues. L'IA, elle, n'a pas ces biais. Elle scanne tout et peut faire des connexions inattendues. Elle élargit notre champ de vision. Ok. Alors, si on essaie de rassembler les pièces du puzzle, ce que cette étude nous révèle, c'est un portrait de l'IA en sciences qui est incroyablement contrasté. C'est l'histoire d'une arme à double tranchant, exactement. D'un côté, on a une promesse formidable, Un gain de productivité, un rééquilibrage en faveur des non-anglophones. et un outil qui nous aide à être plus curieux, à diversifier nos sources. Ça, c'est le côté lumineux. Et de l'autre, le côté sombre. L'effondrement total des signaux sur lesquels on se basait pour juger la qualité. La belle écriture ne veut plus rien dire. Ou pire, elle peut être trompeuse, ce qui met une pression immense sur le système d'évaluation. Les comités de lecture, les éditeurs, tout le monde va devoir réapprendre à évaluer la science. En ignorant la forme pour se concentrer uniquement sur le fond. Uniquement sur le fond. Et ce, face à un volume de soumission qui est en train d'exploser. C'est un défi monumental. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour l'avenir? On voit bien que la façon de produire et de valider le savoir est en train de changer sous nos yeux. Et ça nous amène à la réflexion finale de l'étude. Une pensée que je trouve provocatrice et essentielle. Allez-y. Si les signaux liés à l'écriture disparaissent,
Sur quoi les évaluateurs vont-ils se rabattre pour faire le tri? Et bonne question sur la solidité des données, j'imagine. Idéalement, oui. Mais ça demande un temps fou. Le risque, suggèrent les auteurs, c'est que face à la surcharge, on se repose sur des marqueurs de statut, des raccourcis. C'est-à-dire, La réputation de l'auteur, le prestige de son université, son pédigré, attendez, donc l'outil qui semblait démocratiser la science en donnant une voix à tout le monde, pourrait en fait la rendre plus élitiste. parce que la seule chose qui nous restera pour juger, ce sera le nom de l'université sur le papier. C'est un retour de bâton monumental. C'est le paradoxe ultime. La question est ouverte, mais elle est vertigineuse. Est-ce que ces outils, qui portent une promesse d'ouverture, pourraient paradoxalement renforcer le poids des élites déjà établies, qui deviendraient le seul filtre perçu comme fiable face au déluge? C'est peut-être la question la plus cruciale que la science va devoir affronter.